Salut Pablo. Salut, Salut à tous, salut. bon dimanche. Non, débrief. On a arrêté 3 sujets aujourd'hui. On va revenir sur l'interview, enfin l'entretien croisé de François Ruffin avec On n'a pas François. mis de sujet coiffeur, hein. Comment? Non, il y a un sujet coiffeur. Oui, il faut que j'aille chez le coiffeur. Attends, on va faire ça, ça se verra moins comme ça. Hop, voilà. Pourquoi pas. Donc, on va revenir sur l'entretien croisé François-Xavier Bellamy et François Ruffin, qui a tant fait débat chez nous, hein, d'ailleurs, beaucoup à gauche. Ça a beaucoup parlé parce que, notamment, la revue et l'origine de la revue est assez controversée. On parlera aussi de Jean-Luc Mélenchon qui inquiète dans la Macronie. Et puis, on dira évidemment un mot, peut-être même plus, de cet entretien que Emmanuel Macron a donné à la presse régionale. D'abord, oui, un mot sur, enfin un mot, allez, on a quand même le temps, donc on va dire plus qu'un mot, mais sur cette interview de François Ruffin qu'il a donnée à la revue Limite. Alors la revue Limite, ça fait polémique parce que certains y voient une revue d'extrême droite, voire de droite conservatrice. C'est une revue qui a été créée en partie par Eugénie Bastier il y a quelques années, qui, selon l'actuel d'ailleurs rédacteur en chef, dirait elle est plutôt d'inspiration chrétienne, qui fait de l'écologie intégrale. Aujourd'hui, il se revendique même d'être plutôt une revue néo-catho de gauche. Mais bon, bref, peu importe, la polémique a suscité, enfin, le fait qu'il s'exprime là-dedans, ça a suscité la polémique. Lui, il conteste en disant je préfère limite à CNews, et donc tous ceux qui vont sur CNews devraient davantage s'interroger que du même, donnant une interview dans cette revue. Il parle. Bon, on a fait déjà plusieurs entretiens avec François Ruffin, et notamment un sur le sujet qui est abordé dans cet entretien, parce qu'il parle avec François-Xavier Bellamy, le député européen, lui pour la peine très conservateur, de la politique comme un peu une machine à arrêter à penser. Il interroge la question de progrès, il revient sur la gadgetisation de la société. Nous ne pourrons plus attendre le progrès humain dans la production, l'innovation ou la consommation d'objets sans cesse nouveaux, dit-il. Bref, il dit qu'on n'a plus besoin d'attendre la croissance. Il dénonce la déshumanisation et la robotisation. Il réclame un tri dans les technologies et il pose la question des vrais besoins. Alors évidemment, il revient sur son dada aussi. Hein, le progrès humain, ça passe d'abord par s'occuper des personnes qui nous entourent, les personnes âgées, la jeunesse, pour que ça ne soit plus synonyme de pauvreté. Et puis son combat de toujours, mais qui est aussi lié, vous allez me le dire sans doute, aussi à cette interview, qui est son combat de comment on ramène l'électorat populaire dans le giron, dans son camp, comme dirait Pablo, et comme l'a dit aussi d'ailleurs François Ruffin dans l'interview, et ne pas laisser ces classes populaires dans les mains de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien, vous? Vas-y, Catherine. Tu voulais pas nous dire ce que c'était un peu la revue Limite? C'était un peu Oui, oui, moi, si tu veux, ouais, ok, je peux commence par commencer ça comme sur ça. Limite, parce que Oui, moi, je je peux veux bien revenir parler un de peu. l'interview, mais je connais moins la revue. Ouais, je peux revenir sur les débuts de la revue Limite parce que j'en ai discuté là depuis une semaine avec plusieurs personnes qui s'y connaissaient pas mal. En fait, c'est une revue qui est née en 2015, donc après la question, la loi sur le mariage pour tous. Et c'est des gens, en gros, qui étaient plutôt proches de la manif pour tous et des veilleurs, notamment, c'est ceux qui ont continué à manifester contre le mariage pour tous une fois que la loi a été passée. Euh, et donc, effectivement, il y avait Eugénie Bastier là-dedans. La question de savoir s'ils sont d'extrême droite ou pas, c'est une question qui est un peu compliquée parce que on voit que leur point de départ est très clairement situé très à droite sur l'échiquier politique. En tous les cas, très du côté des conservateurs. Mais d'ailleurs, la question des conservateurs et de l'écologie, c'est une question qui est assez intéressante et qui est développée par François-Xavier Bellamy dans l'entretien croisé, puisqu'il dit moi, je suis un conservateur dans la mesure où je veux protéger les écosystèmes. Il le dit à plusieurs fois comme ça, et c'est une façon que les conservateurs ont de s'approcher de la question écolo. Mais au-delà de cette question, il se pose aussi, enfin, il y a aussi la question de, mais c'est une question qu'on doit tous se poser, et avec, enfin,
j'ai eu la discussion avec Stéphane Lavignotte hier en marge de la Midinale, où en fait il me disait, en fait l'extrême droite, il faut faire attention lorsqu'elle crée des revues, parce que par exemple la façon dont Alain de Benoît, lorsqu'il a créé la revue Éléments, la façon dont il a fonctionné, Alain de Benoît qui est vraiment un des penseurs de la droite vraiment radicale, Nouvelle voire droite. de l'extrême droite, en fait il a avancé masqué, c'est-à-dire qu'il a fait des entretiens, il s'est situé en intellectuel, puis il a fait des entretiens avec des gens de gauche, des intellectuels de gauche, des hommes politiques de gauche, etc., pour dire, mais regardez, moi, je suis très ouvert, on peut discuter avec tout le monde, alors même que son projet, au fond, c'était un projet d'extrême droite. Et c'était d'avancer justement sur les plates-bandes de la gauche en incorporant ces gens de gauche dans sa revue. Et là, on peut se poser la question parce que la revue Limite, donc il y a cet entretien qui, mais Catherine le développera après, je pense, mais est assez creux. Hein, genre, il ne dit pas grand-chose, ça reste très superficiel, je trouve, quant à l'approche du progrès. Même chose pour, genre, quelques pages auparavant, il y a un entretien de Jean Covici, mais pareil, c'est des choses qu'on a déjà lues ou entendues et pas plus creusées que ça. Donc, je pense que la question de savoir si la revue Limite est d'extrême droite et ce qu'ils font, en fait, en provoquant ce débat entre Ruffin et Bellamy, les raisons pour lesquelles ils provoquent ce débat, à mon avis, il faut continuer de les interroger, même si là, juste à l'instant T, lorsque la revue sort, c'est leur première revue papier, hein, qui sortent. Avant, c'était que sur Internet. Il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ont provoqué ce débat. Et là, moi, j'ai un peu peur en fait des réponses qui peuvent être élaborées parce qu'évidemment, dans Alors, l'interview, on voit il y a des endroits où Ruffin et Bellamy se recoupent. Alors notamment dans leur défiance vis-à-vis du projet technologique en ce qu'il est uniquement scientiste. Et là, on voit qu'il y a un rapprochement qui s'oppose, comme s'ils s'opposaient tous les deux en fait au macronisme scientiste, dont on a déjà parlé dans d'autres endroits sur Regard et notamment dans les débriefs. Et ce rapprochement, moi, je le trouve très dangereux parce que même si Ruffin et Bellamy disent à plusieurs reprises, attention, en fait, on a une façon de refuser le scientisme qui est différente. C'est-à-dire que Ruffin le fait au nom du progrès social et Bellamy le fait au nom du conservatisme. Mais voir se dessiner en fait cet arc anti-progressiste scientifique entre Bellamy et Ruffin, moi je trouve ça toujours un peu problématique. bon, alors, François Ruffin fait quand même le point sur les grandes divergences, enfin, en tout cas les grands désaccords qui l'opposent à François-Xavier Bellamy. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai été assez surpris. Catherine, tu vas nous dire ce que tu en penses de cette chute. Enfin, pas la chute, mais à la toute fin de l'entretien, il y a la question de leur est posée sur leur convergence possible. Et François Ruffin répond que beaucoup de choses peuvent nous diviser. Mais les grandes transformations de la société se font lorsqu'un accord qui surplombe les différences émerge. Et je songe à l'accord sur les retraites et la libération, dit-il, je songe au keynésianisme, à un changement idéologique qui a englobé toute la société. C'est vrai que c'est assez troublant quand même cette manière d'évoquer cette question du progrès et ces points d'accord qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre et de chuter sur la nécessité finalement de nouer des alliances pour changer et transformer la société et l'amener vers plus vers moins de gadgetisation, comme le dit François Ruffin, et l'amener vers plus de progrès humain en s'occupant notamment des nôtres, de nos voisins, des gens qui nous entourent, quoi. Bon, moi, je vais dire plein de petites choses qui vont certainement pas épuiser le sujet, mais bon, comme je n'ai pas trouvé cette interview très intéressante sur le fond. C'est-à-dire, quand on le dit, on est un petit peu. Et d'abord, François Ruffin va tuer le match dès le départ parce qu'il dit pour moi, je distingue le progrès humain et le progrès technique. Et donc, je suis pour le progrès humain et je interroge le progrès technique et ses finalités. Donc, dès l'instant où vous introduisez cette distinction, bon, je dirais que tout le monde y retrouve ses petits, en tout cas à gauche, ça me paraît évident que c'est une question que tout le monde se pose. Et voilà, il est là où François Ruffin est disruptif et iconoclaste en discutant dans cette revue, c'est d'abord le cadre de cette revue, donc limite ce qui fait polémique.
en discutant avec François-Xavier Bellamy, qui est vraiment, enfin moi je trouve l'homme le plus intéressant en ce moment à droite dans les hommes politiques, quand je l'écoute et je le lis. Moi je m'intéresse à la droite, hein, j'ai toujours un intérêt pour voir ce qui se passe en face, parce que je trouve que ça vous renvoie un regard et des questions sur votre propre espace politique. Donc, bon, je trouve que François-Xavier Lamy est vraiment un homme solide, avec lequel je ne suis pas d'accord, mais qui énonce quelque chose contrairement au gloubi-boulga de la droite en général. Et je renvoie à ceux qui voudraient l'écouter à l'interview qu'il a donnée à l'émission Politique sur France Culture le samedi 8 mai, le jour où Emmanuel Macron était investi et où la NUPES investissait ses candidats. Lui faisait 1 heure sur ses politiques et c'était vraiment très intéressant, et on voyait quelqu'un qui a vraiment une colonne vertébrale politique assez solide et sans être complètement un idéologue raide, c'est-à-dire ne comprenant pas ce que c'est que l'espace de la politique, c'est-à-dire l'espace où ça converge. La question que je trouve que François Ruffin pose en creux, c'est celui de avec qui on parle, et est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut se permettre de sortir de ces espaces et de ces précarés. C'est pareil, il le dit dès le départ. Il dit, moi je cherche, je me trompe, je recommence, je tombe et je repars. Je ne sais pas exactement la formule qu'il emploie tout à fait au début de son entretien, où il dit ça, c'est-à-dire que ce que j'entends chez François Ruffin depuis un moment maintenant, c'est que c'est quelqu'un d'inquiet de voir la gauche qui ne raccorde pas avec les classes populaires. Et on va dire que les classes populaires, pour le dire assez rapidement, il y a le monde ouvrier qui fabriquait des choses et qui aujourd'hui ne les fabrique plus, mais les déplace, les range, les transporte, les livre, etc. Donc il y a cette espèce de grand monde ouvrier qui est lié à la manutention d'une façon générale. Et puis il y a un autre monde auquel François Ruffin accorde beaucoup d'importance, c'est le monde du lien, c'est-à-dire le monde du care, comme on a pu le dire. Et donc Ruffin cherche un discours qui allie à la fois les préoccupations écologistes du moment, qui intéressent en particulier la jeunesse et la jeunesse diplômée, particulièrement, hein, je ne dis pas que c'est pas exclusif, et d'autre part, il cherche à raccorder ça avec tout cet univers populaire qu'il caractérise assez bien, je trouve, avec ces deux grands groupes, hein, de ceux qui déplacent la marchandise et ceux qui prennent soin du corps des autres et de leur univers. Et donc, là, il cherche un lien entre les deux, comment il peut construire un discours qui va réunifier tout ça. Et c'est là qu'il introduit sa critique de l'accélération du temps, sa critique de la technicisation de tout, qui est complètement contraire justement au lien, c'est-à-dire qu'on va mettre maintenant des machines pour parler avec les gens, plutôt que de leur donner, plutôt que de leur faire la conversation. On invente en ce moment des machines à faire la conversation. Bon, plus il parle de toutes les gens qui sont exclus du monde du numérique, etc. etc. Donc, je trouve que cette interview n'est pas spécialement géniale, mais Ruffin cherche. Et troisième élément dans lequel il cherche, et ça va vers ta chute, et c'est à mon avis là où il peut se retrouver avec Xavier Bellamy, qui est un catho assumé, militant, enfin tout ce qu'on voudra, c'est qu'il est à la recherche d'une certaine manière d'une transcendance, Ruffin. Il est à la recherche de quelque chose d'un sens de la vie qui ne se résout pas dans la question sociale, on va dire. Et donc, voilà, moi, je ne partage pas toujours ce qu'il dit. En particulier, je pense qu'il a une approche du monde ouvrier que je crois, et de ses préoccupations que je crois un peu surannées, mais il y a quelque chose chez François Ruffin qui est une autre voie qui me semble intéressante et qu'il faut discuter et qu'il faut écouter. Bon, ça se trouve dans Limite. Nous, on l'avait fait discuter avec Cheyan. Moi, j'avais trouvé
plus intéressant dans la discussion qu'il avait fait avec De Cheyan. quel progrès avons-nous besoin? C'était il y a un an à peu près. Oui, voilà, de quel programme avons-nous besoin? Et ça, j'ai trouvé que c'était plus riche comme discussion. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que la gauche doit être inquiète. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en ce moment dans un truc de combat électoral. Il y a eu un très gros résultat de Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, les questions que pose François Ruffin d'une façon générale, je pense qu'elles doivent nous tarauder. Ouais, je ne sais pas si on a le temps de dire 2 mots sur son post Facebook. Alors, ouais, vas-y, si tu veux, j'allais vous poser une question quand même, parce qu'il s'est trouvé un allié quand même en la personne de Fabien Roussel. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'ils sont... C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. En fait, François Ruffin a fait un post sur Facebook, c'est celui-là qui lui a valu le salut de Fabien Roussel. Il fait un post sur Facebook il y a une dizaine de jours, assez long, dans lequel il relate la conversation qu'il a eue avec des habitants au moment du lancement de sa campagne ou pendant sa campagne, de gens qui souffrent ils vivent d'une cité et qui souffrent des nuisances sonores la nuit avec les quads qui vrombissent en bas de la cité et des dealers qui font chier tout le monde parce qu'ils envahissent les escaliers, les halls, ils menacent, etc., etc. Donc, toute chose que François Ruffin raconte dans le détail assez bien. On rappelle que François Ruffin est journaliste, donc c'est quelqu'un qui sait regarder et raconter. Les journalistes ne savent pas, mais enfin, disons que lui, c'est leur métier en principe, et lui, c'est son métier. Et donc, il raconte assez bien ça. Et c'est quand il a fait ce post que Fabien Roussel l'a salué en disant, il prend acte de ce dont j'ai toujours parlé, c'est-à-dire de besoins de tranquillité et de sécurité du monde populaire. Alors d'abord, je pense que Fabien Roussel donne des conclusions que Ruffin ne donne pas. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le post Facebook de François Ruffin, moi, me semble problématique, non pour ce qu'il décrit, mais pour le fait qu'il ne donne pas de conclusion, justement, Ruffin. C'est-à-dire que donc, il laisse la porte un peu à tout un tas de discours qui préexistent. Et le problème, c'est que les seuls discours qui préexistent sont des discours d'ordre et de répression. C'est-à-dire que les seuls discours qu'on entend, c'est il faut mettre la police, il faut mettre des caméras, etc. Or, Ruffin pose la question et n'apporte pas de réponse. D'ailleurs, dans les commentaires qui suivent derrière, il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, mais et t'en penses quoi, toi, au fait? Qu'est-ce que tu proposes? Quand tu es quand même candidat pour être député, il faut que tu proposes quelque chose. » Il ne dit rien dans son texte. Et moi, je pense qu'il y a le problème, pour la gauche, et notamment pour ceux qui ont en charge le quotidien, c'est-à-dire les élus locaux, et leur administration d'une façon générale. Bon, moi, je suis urbaniste et donc je me trouve à devoir travailler sur ces sujets relativement régulièrement. D'abord, je pense qu'il y a des réponses qui sont des réponses concrètes à apporter, qui ne sont pas de l'ordre de la police, parce que le problème de la police, c'est que ça a été tenté maintes et maintes fois, et on a tout fait. C'est-à-dire, on a fermé les halls pour que les dealers ne passent pas d'un côté à l'autre, mais ça n'a pas réglé le problème des dealers. On appelle la police qui vient mettre un quart de police, là, le dealer se déplace, puis quand on est reparti, on revient. Enfin, les stratégies qui ne sont pas profondes n'apportent pas de réponse. Elles déplacent les problèmes. Et moi, je veux témoigner d'une réunion que j'ai eue à Villejuif la semaine dernière, dans laquelle cette question a été posée. Et il y a quelqu'un qui a dit, comme ça en plaisantant, « Non, mais on ne va pas mettre des caméras, on n'est pas dans le 16e arrondissement. » L'office HLM dit « Ah non, mais si vous voulez des caméras, nous, on peut vous en mettre, on en met par ailleurs. » Et les habitants disent « Ah mais non, mais on ne veut pas de caméras. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que les choses vont se régler. Il faut que nous, les adultes, on ose parler, on ose intervenir et on refasse vivre cette cité et qu'on descende en bas quand les gens, les mômes font suer, on descend, on règle les problèmes, mais ça ne peut pas revenir. » Et je me suis dit, il y avait une espèce d'enthousiasme de cette réunion des habitants pour prendre leurs affaires en main et s'organiser pour régler les problèmes qui les embêtent. Je ne sais pas si ça règle tout, mais en tout cas, au moins, ils étaient là, ils l'ont dit. Et le problème, c'est que ça n'est pas rapporté.
Ce qui est rapporté, c'est la souffrance. Les habitants qui disent on va régler autrement la question, on va se mobiliser pour faire autrement, et pas pour être une milice privée, mais pour aller voir les jeunes et pour leur faire entendre raison que nous, on bosse et qu'on a besoin de calme, etc. Je me dis, ce discours-là, il faut qu'on le porte. Et Roussel, lui, il s'engouffre en disant « Ah, Ruffin enfin parle de ce dont je parle ». Et d'une certaine manière, il n'a pas tort. Ruffin parle de ce dont Roussel parle, mais Ruffin n'apporte pas la réponse de Fabien Roussel, qui est la police. Moi, j'aimerais juste ajouter un peu rapide, parce qu'après, Ouais, très rapide. Moi, j'aimerais juste faire une distinction en fait entre deux choses. C'est la question en fait de la sécurité et de la tranquillité publique, et la deuxième chose qui est la question du sentiment d'insécurité, qui pour moi sont deux choses qui sont bien sûr corrélées, mais qui sont quand même un peu différentes. Or, ce dont parle François Ruffin dans le Poste, enfin les paroles rapportées, c'est que du sentiment d'insécurité. Il ne parle pas véritablement d'incivilité ou d'infraction ou d'agression. Et il parle d'incivilité, oui, pas d'agression, mais d'incivilité, oui. C'est quoi les incivilités? Quand tu fais oui, on va t'inciter à minuit. Alors ça, c'est justement ça sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait dans ce qu'il rapporte qui sont de l'ordre de. En fait, dans les premières lignes, au bout d'un moment, il y a une femme qui dit oui, tous ces gens qui sont en bas, qui disent du shit et qui n'ont pas de travail et qui passent leur temps à dire du shit alors qu'ils ne travaillent pas. Donc, elle dit ça, c'est sa proposition à cette femme. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle en sait en fait que ces gens ne travaillent pas? Enfin, je veux dire, on en discutait avec Clément, qui est notre stagiaire, et Clément, il dit, bah, moi, les gens que je connais qui disent du shit, ils sont aussi, par exemple, chauffeurs Uber. Donc, ils ont un boulot, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est tout ce qui est véhiculé dans le poste de François Ruffin qui est de l'ordre du fantasme, en fait, mais qui n'est pas forcément vérifié. Mais ce que je ne dis pas que c'est nécessairement pas vrai, ou je ne dis pas que le sentiment de ces gens vis-à-vis de ce sentiment d'insécurité, en fait, que vivent ces gens et à laquelle François Ruffin tend son micro, je ne dis pas qu'il n'existe pas ce sentiment d'insécurité, mais je pense qu'il faut le dissocier, en fait, des problèmes de sécurité et des véritables problèmes de sécurité et de tranquillité et d'assurance de la sécurité et de la tranquillité publique. Et que parfois, dans le discours en fait de François Ruffin, là, par ce poste, mais aussi largement sur les chaînes d'information en continu comme CNews et dans globalement tous les papiers, dans tous les médias d'extrême droite, il y a un mélange en fait entre ces deux choses-là. On te dit genre, ah, tu as un sentiment d'insécurité, genre tu as peur, je sais pas moi, du nombre de femmes voilées qui veulent maintenant aller à l'école ou qui vont en burkini à la piscine, etc. Mais tout ça, il n'y a pas il y a pas de vérité tangible. Je ne sais pas où ça t'emmène, Pablo. Ben, je dis juste qu'il faut faire très attention. Attends, le sentiment d'insécurité des femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans la rue, que ce soit un sentiment ou qu'elles se soient fait agresser, ça ne change pas fondamentalement la vie. Bien sûr que si, ça change fondamentalement la vie. En fait, si tu as peur, si tu es en insécurité, si tu as l'impression d'être en insécurité dans la rue, alors qu'il n'y a pas d'agression, il n'y a jamais d'agression dans ta rue, c'est pas la même chose que si, genre, effectivement, tu te fais agresser. Enfin, je veux dire, et en plus de ça, le problème, c'est que le sentiment d'insécurité, tu peux le faire grandir, en fait, artificiellement. On en discutera une autre fois, Pablo. Moi, je pense que ce débat, il a été épuisé. Tu n'étais pas né dans les années 90, début des années 2000. Il y a certainement eu des... C'est pas la même réalité aussi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le sentiment d'insécurité, ça crée du mal-être. Ça fait que c'est pas bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut être gonflé artificiellement en regardant CNews, en fait, ton sentiment d'insécurité. Et c'est un vrai sujet. Je pense que les gens qui regardent CNews toute la journée, ils ont un vrai mal-être parce qu'ils se disent, mais oui, bah, c'est la catastrophe, on passe son temps à se faire frapper, etc. On en débattra sans doute à d'autres moments. Il y en a un autre qui vit un sentiment d'insécurité, c'est Emmanuel Macron en ce moment, visiblement, parce qu'il a très peur de la poussée. Elle est jolie, ma transition. Elle est jolie.
C'est la poussée dans les sondages d'un Jean-Luc Mélenchon qui obtient visiblement des bons scores si on croit les sondages. Le dernier de Cluster est d'ailleurs assez révélateur de ça. Il fait 31%, Jean-Luc Mélenchon, contre Emmanuel Macron. La Macronie, en tout cas, est estimée à 27% et le Rassemblement national à 19%. Les autres sondeurs, parce qu'on sait que Cluster peut être pas mal critiqué, même si c'est celui qui, in fine, aura eu les meilleures études pendant la campagne présidentielle. Mais tous donnent un peu la Macronie et la NUP au coude à coude. Ce qui vaut d'ailleurs du coup des critiques très fortes, très vives de la part d'Emmanuel Macron. On en reviendra tout à l'heure sur son interview qu'il a donnée, mais aussi quand on écoute les éléments de langage qui circulent chez les membres de la majorité présidentielle, ils sont très très durs l'endroit de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que d'ailleurs, de tous ceux qui ont rejoint la dynamique de cette NUPES, comme si la NUPES, il n'y avait pas de projet, que de toute façon, les projets, il n'y avait que des désaccords entre les différents candidats. Bref, de quoi vous pensez vraiment, de quoi inquiéter cette critique et même ces visuels qui ont été créés pour les réseaux sociaux pour détruire la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, c'est qu'il y a un peu de fébrilité. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense pas que ça soit véritablement de la fébrilité. En revanche, c'est une stratégie politique, enfin plutôt une tactique politique pour essayer de motiver les électeurs macronistes à samedi prochain aller voter pour les candidats En Marche / Renaissance. C'est-à-dire que en fait, ils créent un ennemi, une possibilité en fait de la catastrophe avec Jean-Luc Mélenchon, possibilité de la catastrophe d'ailleurs sur lequel on pourra revenir parce que je ne pense pas véritablement que si la NUPES est majoritaire, ça soit une catastrophe bien sûr, mais en tout cas il crée cette idée-là, il la pose dans l'opinion, on a encore vu la une du JDD aujourd'hui qui parle aussi de cette fébrilité, il la pose dans l'opinion et ensuite ils attendent en fait d'en récolter les fruits par une mobilisation massive pour les candidats macronistes. Et d'ailleurs, on l'a un peu vu aussi dans la campagne de la présidentielle, parce qu'on dit toujours que Jean-Luc Mélenchon a surperformé par rapport au sondage, mais Emmanuel Macron aussi a surperformé par rapport au sondage dans la dernière ligne droite. C'est-à-dire que les gens les macronistes, ce que d'aucuns appellent le bloc bourgeois, c'est aussi massivement mobilisé pour sauver leur candidat Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Et moi, je pense que c'est ce qui peut potentiellement se passer au premier tour de l'élection législative, mais aussi et surtout au second tour, parce qu'il va y avoir, à mon avis, aussi une campagne. Si les candidats de la NUPES font un bon score au premier tour, il risque d'y avoir une campagne tambour battant contre la possibilité de la NUPES entre le premier et le second tour pour essayer de tout rabattre sur les candidats macronistes. Moi, je pense qu'il y a deux questions qui sont différentes. Il y a le résultat du premier tour et le résultat du second tour. Je pense que le résultat du premier tour les inquiète vraiment. C'est-à-dire que si la NUPES est devant, voire devant de quelques points, tu vois, 2, 3, 4 points, c'est un vrai désaveu pour le programme d'Emmanuel Macron et ça leur posera un problème de crédibilité. Ils auront du mal à faire valoir qu'ils ont eu le blanc-seing, l'imprimature du peuple pour mettre en œuvre leurs mesures, leurs réformes, particulièrement la réforme des retraites, mais également la réforme de l'éducation nationale, par exemple. Je pense que ça crée une vraie difficulté. Et donc ça, sur ce point-là, je pense qu'ils sont fébriles et qu'ils essayent de se mobiliser pour être devant la NUPES. Parce que ils ont un projet à mettre en œuvre et que pour mettre en œuvre ce projet, ils ont vraiment besoin d'avoir une validation politique. Ils l'ont déjà eu à peine du bout des lèvres à l'élection présidentielle, parce que le second tour a été celui que l'on connaît, mais même parce que le premier tour, 28%, c'est peu ou prou le score que fait Sarko. Ce n'est pas un score exceptionnel pour se faire élire président de la République. C'est en dessous du score de Hollande. Enfin bref. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que là, il y a une vraie inquiétude et je pense que l'enjeu, pour moi, c'est presque le premier enjeu. C'est presque le plus important parce que c'est celui qui donne l'état d'esprit du pays, l'état d'esprit politique du pays. La deuxième question, c'est celui de l'issue, la composition de la Chambre. Bon,
j'espère qu'il y aura des groupes avec des majorités relatives et que le groupe de la NUPES sera le premier groupe. Ça, ce n'est pas complètement impossible. Et à ce moment-là, comment? Qu'est-ce qui n'est pas complètement impossible? Que la NUPES soit en tête en termes de groupe, pas qu'elle ait la majorité absolue. D'accord. Parce qu'ils peuvent avoir 38% des élus, que la Macronie en ait 35, mais que la droite en ait aussi un petit peu. Ce qui conduirait à une alliance entre la droite et la Macronie, ce qui finirait de clarifier les choses et faire disparaître la droite. Donc, c'est quand même une question qui n'est pas simple non plus du côté de la droite. Et puis le troisième, donc ça, il y a cet aspect du rapport de force qui va sortir. Est-ce que Macron aura la majorité absolue ou pas? Et ça me paraît vraiment aléatoire. On n'est pas du tout certain de ce fait. Et l'autre chose, c'est qu'à l'intérieur du groupe Ensemble, combien feront les marcheurs et combien feront les autres alliés des marcheurs, c'est-à-dire ceux qui sont autour de Bayrou et ceux qui sont autour d'Édouard Philippe, ça ne sera pas sans importance dans la mesure où d'abord, on sait que la stabilisation du programme, elle n'est pas faite, et on voit comment Bruno Le Maire pousse dans un sens, donc c'est quand même pas encore totalement stabilisé. Et d'autre part, il y a la question de la suite, donc qui va succéder à Emmanuel Macron. Donc il y a des vrais enjeux de composition de l'Assemblée nationale. Mais voilà, à mon avis, il y a quand même le premier, là, la semaine prochaine, au total. Est-ce que la gauche sera devant les marcheurs et leurs alliés? Et ça me paraît vraiment ultra possible et ça sera très important pour la suite. Alors, Pablo, tu le disais, le JDD a titré Sueur froide à l'Élysée, mais il n'y a pas que du côté de la majorité présidentielle que c'est critique à tout va de la NUPES. Il y a aussi Terra Nova qui est plutôt proche, les sociaux-libéraux, social-démocrates, plutôt proche de la gauche, du Parti socialiste, en tout cas, c'est ce qu'on a dit pendant un temps, et qui a aussi démonté le programme économique de Jean-Luc Mélenchon en disant que c'était infaisable, que ça mènerait un peu, d'ailleurs, sur les mêmes arguments que Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF, expliquant que tout ça nous menait dans le mur. Les questions de la crédibilité, c'est là où avait gagné Jean-Luc Mélenchon, c'est la crédibilité pourtant de son programme. Voilà, je veux un changement spectaculaire. C'est cette crédibilité qui est attaquée aussi aujourd'hui, non? Mais moi, je pense que la question de la crédibilité est vraiment totalement accessoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en train de voir, il y a une recomposition en fait de notre espace politique. Pablo, le disruptif. Comment? Non, mais vraiment, je suis pas sûr que ce soit ça. On dit, bon, bah voilà, ce que vous faites, c'est pas crédible. Bon, bah voilà, on dit la même chose de la droite, de l'extrême droite, nous, en étant de gauche. Quand Emmanuel Macron dit. Non, parce que tu prends Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF, il dit pas vous n'êtes pas crédible, il dit vous avez même un projet béton. Mais il dit ça nous conduit dans le mur. Bien sûr, chacun utilise les arguments qu'il peut en fait utiliser. Terra Nova, il est sur celui de la crédibilité. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qu'a fait Terra Nova, en fait, participe de la stratégie d'Emmanuel Macron et la stratégie des macronistes qui tapent à bras raccourcis sur la NUPES, mais d'ailleurs pas tant sur la NUPES que sur Jean-Luc Mélenchon. En fait, ce qu'ils essayent de faire, on pourrait se dire, ah bon, les macronistes attaquent Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils sont vraiment à droite et donc ils attaquent leur adversaire de gauche. Mais moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois ce qu'ils essayent de faire en disant Jean-Luc Mélenchon, c'est Chavez, j'ai vu passer ça. Jean-Luc Mélenchon, donc par la voix de Terra Nova, son programme n'est pas crédible et totalement farfelu, etc. Et sur les questions économiques, en fait, ils essayent de casser en fait la NUPES en deux et d'essayer c'est ça, je pense, l'objectif d'Emmanuel Macron encore aujourd'hui, c'est d'essayer de récupérer encore aller chercher en fait dans l'alliance de la NUPES tous ceux qui seraient, en gros, comme tu as dit Pierre, les plus sociaux-démocrates et essayer de les rattacher en fait à la Macronie. Il y a un enjeu à mon avis, au sein du Parti socialiste, parce qu'il y a des gens comme Carole Delga qui ont fait carrément officiellement sécession et qui présentent des candidats dans certaines circonscriptions. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu plus profondément dans l'appareil du Parti socialiste et même d'Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire de dire, attention, vous vous êtes mis dans les roues d'un dangereux foudingue qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a un programme qui n'est pas crédible, qui ressemble à Chavez et je ne sais quoi, ou qui veut faire une alliance avec Poutine, ou je ne sais pas quelle bêtise, parce que tout ça, ce sont des bêtises. Mais ce sont des bêtises qui visent, en fait,
à, d'une part, essayer de rattacher, de récupérer une partie de l'électorat écologiste et socialiste, et d'autre part, à mon avis, à aller draguer ou aller alerter certains cadres et leur dire bon, là, vous êtes derrière Mélenchon, mais c'est pas bien. Venez avec nous en Macronie, vous allez voir, c'est beaucoup plus cool. Nous, on est cohérent, on est, je sais pas, crédible, ou je sais pas quel mot ils peuvent utiliser. Mais tout ça, à mon avis, n'a aucune base. Pour le coup, crédible. Je suis désolé. Lorsqu'on regarde, j'ai regardé ce qu'a écrit Terra Nova. C'est vraiment un affichage idéologique. Ils ont un parti pris que j'entends tout à fait. Et puis ils développent en disant, selon notre parti pris social-démocrate, ce qu'ils proposent, c'est farfelu. Mais il y a pas, c'est pas un débat d'experts. Il n'y a pas de débat d'experts sur le programme de la NUPES. Il y a un débat idéologique, à mon avis, qui est profond. Oui, moi, je veux juste rajouter un tout petit mot. En fait, cette histoire cette alliance de la NUPES, elle est vraiment en train de faire des recompositions à l'intérieur de la gauche et de la social-démocratie. Tout à l'heure, je vous ai montré le numéro d'Alternative économique avec un long entretien de Jean-Luc Mélenchon et l'édito du responsable éditorial de Alternative économique est quand même plutôt un canard socialiste, CFDTiste, quoi. Attendez, je coupe mon téléphone. Il commence comme ça. La recomposition politique de la gauche se traduit par un renouvellement de son programme économique. Fini le temps où la gauche de gouvernement signifiait qu'il fallait s'inscrire comme une droite de remplacement. Je trouvais que la formule était jolie. Le programme de la NUPES affiche l'ambition d'un nouveau contrat social et écologique antagoniste à celui qui est mis en œuvre aujourd'hui en France. Voilà, je pense que ça ne veut pas dire qu'Alternative économique valide tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon, mais clairement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une rupture et on change de position. Quand on est de gauche, on n'est pas une droite de remplacement. Et s'ensuit une interview de 5 pages assez intéressante de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il explique que c'est, à mon avis, les deux jambes de son projet économique, c'est-à-dire d'une part une nouvelle dynamique économique liée au fait que quand ce sont les gens qui ont des petits revenus, ça rentre dans la machine économique et ça relance de la dynamique économique sur le territoire, et d'autre part le fait que la France dans l'Europe et l'Europe dans le monde sont des puissances qui peuvent faire valoir leurs intérêts aussi bien sur les marchés financiers que sur les marchés de l'énergie, etc. C'est-à-dire que c'est à la fois un programme de relance par l'intérieur et par la consommation, un peu ce qu'on a connu dans les années 80, et d'autre part, ce que Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de dire et de rappeler, qui est le fait que nous sommes un marché, que nous sommes une puissance politique, et voire une puissance militaire et diplomatique, et qu'on peut les utiliser pour mettre en œuvre notre politique. Et ce que j'ai trouvé que son interview était intéressant. Je ne suis pas toujours convaincue partout dans le détail. Est-ce qu'on peut être... est-ce qu'il sait tout? Probablement pas. Et d'ailleurs, il dit, je ne vous promets pas le paradis, mais je vous promets la fin de l'enfer. Et je trouve que cette formule, et je veux un changement spectaculaire, enfin, il dit, voilà, on va rompre et on ne va pas différer, étaler les réformes, tant et si bien qu'on commence le premier pas et puis qu'on ne fait jamais la suite, etc. Et moi, je me dis, il veut enclencher une dynamique, et là, il ne dit pas, votez pour moi, mettez un bulletin dans l'urne et tout sera résolu. Il en appelle au mouvement populaire, etc., dans cet entretien. Donc, ce qu'il veut, c'est enclencher une autre dynamique, une autre posture politique, aussi bien de la société que de l'appareil d'État. Et c'est ça qu'il explique assez bien dans cet entretien. Évidemment, comme disait Pablo tout à l'heure, ce n'est pas un débat d'experts, c'est un débat de choix politique, de choix de société. Et Mélenchon propose un autre choix de société qui a la crédibilité de la dynamique politique que nous serons capables d'enclencher partout, quoi. Voilà. On a déjà beaucoup parlé, on reviendra sans doute à d'autres moments, on aura d'autres occasions pour revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron où il affiche la couleur, et notamment s'agissant de son futur Premier ministre, si ça devait être la NUP qui gagne les élections la semaine prochaine. Alors à la semaine prochaine, bon dimanche. Ciao, ciao. Salut. Ciao.